Donc, dans le livre Les Invisibles, publié donc aux éditions de l'Épure, tu as écrit une préface que tu viens de paraphraser en un certain sens, mais j'aimerais lire le dernier paragraphe parce que je le trouve vraiment très très beau. Donc, les aliments fermentés sont universels et représentent de façon parfois mal perçue un tiers de notre consommation alimentaire. Donc ça, entre parenthèses, c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Donc, on sous-estime beaucoup la part de la fermentation dans notre alimentation. Donc je reprends la lecture de la préface. Mais pour cette sorte de cuisine, le rapport au temps est un ingrédient à part entière. Donc là aussi, deuxième parenthèse, c'est un truc qu'on a évoqué plusieurs fois dans nos réunions, la question du temps, c'est vraiment très important. Et ta préface recoupe vraiment nos préoccupations. Ici, la patience est synonyme de passion et la mesure et le silence se substituent à l'active effervescence et à l'immédiateté de la cuisine. Le vieillissement, la maturation prévalent aux éclats des couleurs vives. Si le processus et le résultat de la fermentation sont parfois aléatoires, c'est moins un problème qu'une preuve que le monde microbien est assez vaste pour nous ouvrir à d'infinis possibles de créations et de recettes. Et puisque la fermentation n'est pas une science exacte, ce sera un exercice qui révélera l'artiste qui germe en vous. Voilà, donc merci pour cette très belle préface. Et ensuite, le livre est constitué de 10 recettes rédigées de manière assez poétique et dans une très belle production. C'est un bel objet. Oui, ça c'est un livre à l'ancienne, cousu à la main, Oui. avec et coupé, à couper avec le couteau les pages. Donc peut-être, donc il faut, je pense, cet objet est vendu à un prix modeste aussi. Dans mon souvenir, je n'ai pas je me souviens plus de la somme exacte. Quelqu'un, mais un travail d'artisanat, donc ça, qui mérite ce prix, voilà. Oui, oui, je pense qu'il faut soutenir en tout cas nos voisins, nos voisines, les éditions de l'Épure dans le 14e arrondissement. Alors, l'autre livre qui est cité dans la présentation, c'est un livre que je n'ai pas encore parce qu'il est tout récent. Oui, voilà, je pourrais montrer ça. Ça, c'est le livre sorti dernièrement. Les secrets de la lactofermentation, écrit par Luna Guion et Camille Osé. Voilà. Camille, avec qui je travaille ensemble au sujet de la fermentation, que nous avons déjà fait le premier livre qui est l'art de la fermentation, comme ça. Voilà, je l'ai aussi. Et qui marche encore mieux là, depuis l'année dernière. Ça remonte les ventes, mais pas possible. Je suis très contente. Donc, les deux livres ne sont pas du tout équivalents. L'art de la fermentation, le livre plus ancien, c'est un livre très gros, très complet et aussi très très bien illustré. Le livre plus récent sur la lactofermentation est donc un peu plus fin. Il est aussi à un prix modeste. Et donc peut-être il faut que tu expliques un peu la différence entre les deux livres. Donc, ce premier livre, il est, comme vous voyez, c'est 350 pages. J'ai montré toutes les fermentations, enfin, pas toutes les fermentations, mais les plus grands principes de fermentation: fermentation lactique, fermentation alcoolique, fermentation acétique, et fermentation qu'on parle très peu, fermentation alcaline. Fermentation alcaline, il s'agit notamment de tempeh, ou ce qui est le plus connu parmi les produits de soja fermenté, comme doenjang, miso, sauce soja, voilà. Donc, je traite toutes les sortes de fermentation à travers des recettes du monde entier. Il y a 150 recettes et là-dedans, il y a des recettes du monde comme ça, régionaux, mondial, non, du monde, et aussi une partie des recettes avec les recettes appliquées à partir de produits fermentés finis. Voilà, il y a certaines recettes sont recettes typiques de certains pays, certaines sont créatives que j'ai fait. Voilà, et en plus, parmi 350 pages, il y a
une cinquantaine de pages qui explique en texte tout ce qu'il faut savoir pour faire la fermentation, des matériels nécessaires à savoir, à faire, à ne pas faire, quel est le principe quel est le fonctionnement ou le principe, ou comment ça se passe, une fermentation, et tout ça est bien expliqué chaque fois avec une image. Alors que le 12e, donc les secrets de la lactofermentation, ça c'est plus légère, c'est comme ça, c'est 30 recettes. On ne parle que de la lactofermentation, qui est quand même des légumes, par exemple le kimchi, le fameux, et oignons, radis roses, ça c'est butternut, concombre au thé vert, au thé noir, celui-là, kombucha aussi, il y a aussi le kéfir, et il y a aussi le pain, tout simplement, le yaourt. Voilà, donc ce sont des recettes vraiment de lactofermentation très basiques qui se répètent effectivement le contenu avec le grand livre. Mais bon, celui-là, on peut partir en tant que débutant aussi très simple, mais autour de la lactofermentation. C'est ça la différence entre deux livres. Très bien. Donc, en effet, le livre de 2016 qui s'appelle L'art de la fermentation va dans des contrées très sauvages et explorées par peu de personnes, en tout cas en Europe. Donc, les fermentations alcalines dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. J'ai une question d'ailleurs à ce sujet. Le début du livre donc contient des prescriptions générales pour travailler et aussi des choses qu'on peut interpréter comme des règles de sécurité. J'aimerais savoir comment présenter ça au grand public, parce qu'il y a quelque chose d'un peu angoissant à travailler avec, enfin, en tout cas pour nous, sur des choses qui nous sont très largement inconnues. Ouais. Comment avoir une bonne gestion des risques? Quelle est ta pratique? Je dois dire que moi, à titre personnel, je suis jamais tombé malade à ma connaissance en lien avec mes expériences de fermentation. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais néanmoins, il faut être honnête. On est très très loin des normes sanitaires en vigueur dans l'industrie, par exemple. C'est même presque l'opposé, puisqu'on cherche à favoriser la croissance de micro-organismes qui vivent en symbiose, etc. Donc, je pense que la première chose à expliquer, c'est voilà, quelle est l'attitude que l'on doit avoir dans ce contexte d'expérimentation. Quelle est l'attitude? Je crois que si on a peur de faire des expérimentations ou de toute façon, si on a peur, de toute façon, on ne peut pas le faire. Il faudra commencer concrètement, par exemple, lactofermentation à base de légumes. Ça, parce que on ne tombe pas malade avec les légumes, vraiment. Le goût est dégueulasse ou l'odeur n'est pas très agréable, ça reste à ça. Donc, si on dit aux gens que commencez par fermenter des légumes, ça, on vous garantit que vous ne tomberez jamais malade avec ça, vraiment. Donc ça, c'est déjà c'est une garantie. Donc déjà, ça allège un petit peu la peur. Ce qu'il faut faire attention, probablement qu'on peut faire avec un peu plus d'expérience, ce sont des fermentations des produits de protéines, les viandes ou les fromages ou des sojas et tout ça. Effectivement, il faudrait avoir un peu plus expérience. Mais ces expériences-là, on aura gagné pendant qu'on pratique avec des légumes et tout ça. Et là, on sera déjà, comme on dit, un peu plus à l'aise vis-à-vis de la fermentation. Donc, en disant que commencer par en fermentant du chou, de la carotte ou concombre, voilà, quand tout se passe bien, après, je crois qu'on est plus à l'aise. Et après, ça, c'est d'autres concrètes, techniquement, pour qu'on puisse être à l'aise. Après, mentalement, il faut
Ben, si on n'est pas ouvert pour accepter une certaine expérimentation, on peut pas les pousser. La fermentation, c'est quelque chose comme ça. Il faut avoir une certaine tolérance, une certaine ouverture. C'est pour ça que je dis la fermentation, c'est pas simplement un technique alimentaire parce que faire des gâteaux, par exemple, au macaron, il suffit d'apprendre à appliquer à la lettre la recette. Mais la fermentation, c'est plus que ça, c'est une attitude. Donc, si on n'a pas cette attitude d'ouverture, et assumer l'inattendu, on ne pourra pas commencer. Et cet inattendu-là, ce n'est jamais fatal. C'est juste le goût est moins, c'est trop terreau, ça sent un peu moisissure, mais les Français sont quand même, ils sont bien disposés puisqu'ils mangent beaucoup le fromage, ils savent ce que c'est l'odeur de moisissure dans l'alimentation. Ils sont quand même prédisposés d'accepter ça. Voilà. Mais sinon, si on n'est pas prêt, on ne pourra pas commencer la fermentation. Donc, du coup, ton livre sur la lactofermentation n'est pas un livre sur la cuisine coréenne. Ça, c'est quelque chose qui dépasse ce cadre. C'est vraiment un large spectre. C'est ça que j'ai compris. Ton nouveau livre sur la lactofermentation, c'est pas que des recettes asiatiques, c'est des recettes générales. Non, l'autofermentation, c'est que moi, je fais mes recettes asiatiques dans mon livre de recettes coréennes. Sinon, mes livres de fermentation, bien sûr, il y a des recettes asiatiques, mais c'est pas du tout l'objectif de montrer recettes asiatiques. Mais par contre, en Asie, nous avons quand même préservé une certaine tradition de la fermentation jusqu'au temps moderne. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de recettes. C'est un peu normal qu'il y a un peu plus, disons, non, qu'il y a quand même pas mal de recettes asiatiques, mais c'est pas exprès. Normalement, tu voulais mettre les recettes de partout, du monde entier, tout ça. Alors, du coup, est-ce que tu as une recette de saison, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que nous on pourrait faire pour, par exemple, démarrer avec des légumes? Qu'est-ce que tu nous conseillerais avec voilà. Pour démarrer, oui. En ce moment, c'est bientôt la saison de l'ail nouveau. Là, par exemple, là, dès le premier coup, je vous montre des choses un peu fortes. Ça, par exemple, celui-là, ça, c'est l'ail fermenté, juste, juste dans la saumure, l'eau salée. La bouteille est assez poussiéreux parce que ça date 2016. Celui-là, c'est l'ail fermenté donc ça fait quoi? 5 ans. Ça fait 5 ans. Mais celui-là, j'ai fait avec l'ail nouveau. Justement, la date, c'était 20 avril. Voilà, donc on peut faire ça. Mm. Sinon, en ce moment, ça, ce que j'ai fait, ça, c'est l'ail des jours. J'ai fait ça un 28 mars. Ça, c'est l'ail des jours. Au lieu de sel, j'ai mis la sauce soja. Parce que la saumure, on peut saler avec du sel, mais c'est aussi on peut saler avec la sauce soja. Voilà, ça s'appelle chamachi. C'est que ça, c'est une recette coréenne. Euh, ça, c'est une fermentation avec l'ail des jours. Excuse-moi, l'ail des ours, tu vas le laisser fermenter combien de temps dans cette saumure? Est-ce que c'est une fermentation longue ou une fermentation courte? Ça peut être long et courte, mais pour le goût, je préfère ne pas trop laisser longtemps, quelque chose de 1 mois, 2 mois. Mais sinon, tu peux laisser encore plusieurs mois aussi. Ouais. Et sinon, en ce moment, bientôt, il y aura des poires au nouveau. Poires aussi, on peut le faire. Par exemple, dans le livre, il y a une recette voilà, ça. Voilà, on ne voit pas le bouquin, tu l'as sorti sur l'assiette. Ça, c'est une recette de poireau nouveau, vous voyez. Mhm. Il est un peu rouge, mais c'est pas de poudre de piment, c'est de poudre de paprika. Sinon, radis rose, le printemps, c'est bien de faire la fermentation avec des nouveaux légumes, mais de courte durée. Parce qu'au printemps, c'est bien de profiter des légumes qui se mangent frais ou fermentation de courte durée.
Bah, du coup, là, il est presque 19 heures, donc il faudrait qu'on passe à la présentation de ces bocaux que tu as préparés. Est-ce que tu en as d'autres à nous montrer? Oui, là. Pour commencer des choses les plus simples, la fermentation qu'on connaît, ça, j'ai fait ça. Ça, c'est le pourpier. Ça, c'est le pourpier avec un peu de carotte, tout simplement dans. En fait, c'est du kimchi, ça, je me rappelle, oui. Il est fait 22 mars. Là, ça. C'est du pourpier que tu as trouvé dans la rue ou Non, dans à le... côté de chez moi, il y a un magasin turc. Ils ont Mhm. des légumes qui sont pas très, très courants en France, c'est vrai. Mais pourpier en France, il y en a partout. Oui, oui, il y en a partout dans la nature. Ça, Mais ça, c'est... c'est ça, c'est pourpier. L'acte de fermentation. Hum, Sinon, ça c'est de piment vert, qui est aussi, c'est simplement dans la saumure. Et sinon, après, je vais vous montrer un peu plus spécial. Bon, ça tout à l'heure, c'était à la sauce soja. C'était la saumure, elle a été salée avec la sauce soja. J'ai une autre saumure un peu spéciale. Ça, vous ne voyez pas grand-chose. Ça, c'est de la saumure au vin rouge. Tu sais que dans le livre Les Invisibles, il y a une recette de cornichons fermentés dans le vin rouge. Mais c'est le vin rouge chauffé. Donc, une bonne partie de l'alcool est sortie. Et tu le sales, le vin, et tu peux fermenter des légumes comme la saumure. Voilà. Sinon, ça, ça c'est encore de l'ail. Ça date de 2017. C'est un assez grand pot. Voilà, ça c'est encore l'ail. Celui-là, j'ai mis encore la sauce soja un petit peu. Et sinon, j'ai d'autres choses. Je ne sais pas si c'est moi qui a introduit cette recette coréenne en France. Maintenant, je suis content, ça commence à être un peu répandu. Ça, c'est qui s'appelle le chong. C'est le chong de poire. Ce sont des morceaux de poire qui est en train de fermenter dans le sirop. Je le mélange à peu près 90% de poids 90% de sucre. Comment il faut dire en français? 90% de sucre sur le poids de poire. Tu as compris? Oui, donc à peu près autant de sucre que de poire, grosso modo. 100 grammes de poire, 90 grammes de sucre. Mm. Ouais. Et tu le laisses fermenter. Ça va faire un sirop fermenté, un peu, disons, un peu plus fluide qu'en confiture, mais ce sera un sirop obtenu à partir de fruits sans cuisson. Donc, l'arôme est très bon, très vivant, ce n'est pas passé par la cuisson. Et aussi, il y a un côté un petit peu acide. Je ne sais pas, ça c'est une fermentation assez mystérieuse. C'est un peu mélange de fermentation lactique, fermentation alcoolique. Sûrement, il y a un peu de acétique aussi, c'est-à-dire le côté un petit peu vinaigre. Et ça se fermente pendant des mois. Il faudrait laisser pendant des mois. Voilà, ça c'est. Oui, donc là, on sort un peu du domaine de la lactofermentation proprement dit. Alors, Mm. j'ai une question technique Oui, sur les pots que tu utilises. oui. Euh, qui ont l'air très simples. On dirait que tu n'as pas de dispositif très compliqué comme on voit parfois avec des petites machines pour faire buller. Ah, Et donc, tu confirmes qu'on peut juste utiliser des pots très très simples. Voilà, moi c'est ce que je fais moi aussi avec mes citrons ou une chose comme ça. Il y a du gaz qui s'échappe naturellement. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles comme dispositif pour faire des lactofermentations? non, mais le bocal, comme ça, simple. Bah, le mieux, c'est pour moi, c'est le type parfait. Le parfait, ça c'est bien parce que il isole à la fois très bien de l'air, en même temps tout en laissant échapper s'il y a trop de gaz à l'intérieur.
Le problème, Comment c'est possible? Il n'y a pas il y a pas d'explosion? bah, le parfait, non, parce que tu sais qu'il y a le joint, à mon avis, il y a le joint en caoutchouc comme ça, qui fait, il n'est jamais vraiment étanche, je crois. Mais Quand c'est il se Hmm. parce que par exemple, surtout des boissons sucrées qui émettent beaucoup de gaz carbonique, parfois ça arrive à exploser, c'est vrai. Mais avec les légumes comme ça, je n'ai jamais entendu l'histoire. Mais Donc, moi j'ai eu une explosion il y a quelques mois chez moi, une grande explosion c'était de quoi? 3 litres. C'était du jus de raisin qui fermentait. Oui, voilà, c'est souvent Et, et euh, je l'avais fermé comme ça avec un joint de ce type. Alors oui, c'était une bouteille classique, une bouteille qui n'était pas faite pour résister à aux hautes pressions, mais quand même c'était dangereux en termes, ça a vraiment explosé avec des bouts de verre partout et c'était vraiment dangereux. Il faut faire très attention. j'ai lu, sur Internet, ça se trouve assez fréquemment, mais c'est toujours, ce sont des boissons, effectivement, mais pas les pots fermentés. Le problème par exemple, pour revenir, voilà, je récupère un pot comme ça, le bouchon à vis. Le problème, c'est qu'ils sont pas très, très étanches par rapport le parfait, comme ça, le joint. Ce que je fais, c'est que tu mets comment on dit, une cale, une couche de feuilles plastiques. Mhm, Comme ça, comment on dit, ça comble un petit peu mhm, les petits écarts qu'il peut y avoir. Et en plus, parce que la fermentation, ça émette quand même certaines gaz et l'acidité, aussi tout ce qui est de salé, tout ça, ça attaque le coating de bocal. Donc, mhm, bout de plastique, ça peut protéger. Sinon, tu dois changer chaque fois le bocal, le mhm. couvercle chaque fois. Donc, ça, c'est une astuce assez utile. Par contre, il faudrait bien avoir l'espace parce que si le contenu déborde et touche le plastique, ça, c'est pas très génial. Mais sinon, une couche de plastique, ça comble bien pour ce type de couvercle. Mhm. Après, moi, j'ai jamais utilisé le type, tu sais, c'est les Américains, les Canadiens, ils aiment bien des bocals comme ça, un peu compliqués, spéciaux avec des siphons qui évacuent. Ça, je crois que c'est peut-être utile pour fabriquer de l'alcool, mais pour faire légumes comme ça, je vois pas trop d'utilité. Mais honnêtement, je n'ai jamais utilisé. Donc, Moi, quand je fais de la choucroute j'ai une urne de fermentation avec un goulet, pardon, dans ouais. lequel on dépose donc avec un joint liquide. On trouve ça aussi. Moi, je conseille l'achat d'un truc comme ça. C'est quand même très utile parce que la choucroute, quand on fait 10 kilos de choucroute, ça produit beaucoup de gaz et ça glougloute tout le temps, en fait. Ça s'arrête jamais. Ouais. Et, et quand je fais du makgeolli avec ça aussi, c'est utile. Ben, C'est un objet utile. c'est- Donc, ma collée, c'est mais un. Ouais. ouais, c'est une fermentation de riz. Euh, je sais, peut-être est-il maintenant, il est temps de passer la parole aux personnes qui se sont connectées pour te suivre et prendre des questions.